Je m'appelle Camille et je travaille dans une boulangerie ouverte 24 heures sur 24, en plein cœur de Paris. La nuit, l'endroit est presque vide. Il y a parfois quelques âmes perdues qui entrent, des chauffeurs de taxi fatigués, des étudiants qui révisent tard, ou des noctambules à la recherche d'un dernier café avant l'aube. Mais dans l'ensemble, l'atmosphère est calme, presque irréelle, comme si la ville elle-même retenait son souffle. C'est à cette heure indécise, quand la nuit commence à basculer vers le jour, qu'il arrive. Toujours à 3 heures précises, jamais une minute avant, jamais une minute après. Il pousse la porte vitrée d'un geste fluide, sans bruit, comme s'il faisait partie du décor, un élément immuable de la nuit parisienne. Il ne parle jamais, ou presque. Il s'approche du comptoir, me regarde de ses yeux sombres et fatigués, et d'une voix grave et monocorde, il prononce ces 3 mots, toujours les mêmes. Un croissant, s'il vous plaît. Je le serre en silence. Il tend la main, déposant une pièce sur le comptoir. Une vieille pièce, dorée, dont les contours semblent avoir été polis par le temps. Chaque fois, elle est froide sous mes doigts. Chaque fois, un léger frisson me parcourt l'échine en la prenant. Il prend son croissant, hoche lentement la tête en guise de remerciement, puis tourne les talons et sort. Il ne mange jamais sur place. Il ne reste jamais plus de quelques secondes après avoir été servi. Une fois la porte refermée derrière lui, tout redevient silencieux. Au début, je ne faisais pas vraiment attention. Après tout, ce n'était qu'un client de plus parmi les rares habitués de la nuit. Mais à force de le voir, toujours à la même heure, toujours avec le même regard vide, je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Quelque chose qui ne collait pas avec le reste du monde. Au fil des nuits, quelque chose a commencé à me troubler chez cet homme. Il était toujours identique, dans ses gestes, dans son allure, dans son regard insondable. Rien ne changeait, jamais. Comme une scène qui se répète à l'infini. Un soir, alors que je rangeais quelques viennoiseries derrière le comptoir, j'ai demandé à Julien, mon collègue du matin, s'il avait déjà vu ce client. Le gars qui vient toujours à 3 heures? Ai-je précisé. Celui qui prend un croissant et paye avec une pièce bizarre? Il a levé un sourcil, l'air perplexe. Quel gars? J'ai eu un petit rire nerveux, croyant d'abord à une blague. Celui qui vient chaque nuit. Grand, manteau noir, cheveux sombres. Il ne parle presque pas. Julien a secoué la tête. Désolé, Camille. Mais je ne vois pas du tout de qui tu parles. Son ton était sincère. Il ne plaisantait pas. J'ai ressenti un malaise étrange, une sensation de vertige, comme si une brèche s'était ouverte sous mes pieds. Cette nuit-là, quand 3 heures ont sonné, il est encore apparu, comme toujours. J'ai pris son croissant, j'ai tendu la main, et j'ai senti cette pièce glaciale contre ma paume. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux vers l'argent. Cette fois, je l'ai fixé, lui. Ses traits étaient figés, presque trop parfaits sous la lumière jaune de la boulangerie. Sa peau était pâle, d'une pâleur inhabituelle, et ses vêtements semblaient étrangement intacts, comme s'il n'avait jamais connu ni la pluie, ni le vent, ni l'usure du temps. Et puis, il y avait son regard. Des yeux noirs, profonds, mais sans éclat. Pas d'émotion, pas de vie, juste un gouffre insondable. À cet instant, une pensée m'a traversé l'esprit, brutale et irrationnelle, et s'il n'était pas réel, le froid de la pièce dans ma main m'a ramené à la réalité. J'ai décidé que cette nuit-là, je ne le laisserais pas partir sans réponse. J'allais le suivre. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'ai retiré rapidement mon tablier et suis sorti à mon tour. L'air nocturne était froid et humide, typique des nuits parisiennes en hiver. La rue était presque déserte, seulement éclairée par la lueur tremblotante des lampadaires. L'homme marchait droit devant lui, d'un pas régulier, presque mécanique. Il ne semblait pas prêter attention à son environnement, comme s'il connaissait chaque centimètre du pavé sous ses pieds. Il ne regardait jamais derrière lui. Je gardais mes distances, veillant à ne pas faire de bruit. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un mélange d'excitation et d'appréhension. Quelque chose en moi me criait d'arrêter, de faire demi-tour. Mais ma curiosité était plus forte. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, il bifurqua brusquement dans un petit passage sombre, coincé entre 2 immeubles anciens. Ce n'était pas une rue à proprement parler, juste un étroit couloir de pierre, noyé dans l'ombre. Je m'arrêtai à l'entrée, hésitante. Un frisson me parcourut. Pourquoi venait-il ici? Prenant une grande inspiration, je fis un pas en avant. Puis un autre. L'endroit était glacial, l'air y était plus lourd, chargé d'une odeur étrange, entre le pain brûlé et quelque chose de plus âcre. Une odeur de moisi, de vieille pierre, de temps figé. Il n'était qu'à quelques mètres devant moi. Sa silhouette noire se fondait presque dans l'obscurité. Puis, d'un seul coup, il s'arrêta. Mon souffle se coupa net.
Pendant une fraction de seconde, il resta immobile, comme s'il avait senti ma présence. Comme s'il savait que je le suivais. Puis, sans prévenir, il fit un dernier pas. Et disparut. Je clignai des yeux, mon cerveau refusant d'accepter ce que je venais de voir. Il était là, juste devant moi, et maintenant, il n'y avait plus rien. Aucun bruit de pas, aucun souffle, rien d'autre que le silence écrasant de la nuit. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je fis un pas en avant, hésitante, scrutant l'obscurité. Il n'y avait aucune issue, aucun recoin où il aurait pu se cacher. Juste un mur de pierre, lisse et froid. Je posai une main tremblante sur la surface rugueuse. Elle était glaciale. C'est alors que je l'ai sentie. Un souffle glacé, juste derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, le souffle court. Mais la ruelle était vide. Le froid qui m'avait effleuré quelques secondes plus tôt avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Pourtant, mon corps entier était en alerte, ma nuque parcourue de frissons. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était là. Le silence était assourdissant. Pas un bruit de voiture, pas un murmure lointain, pas même le souffle du vent. Juste moi, debout dans ce passage sombre, avec la certitude que je n'étais plus seul. Je suis retourné précipitamment à la boulangerie, mon cœur battant à tout rompre. J'ai claqué la porte derrière moi et me suis adossé au mur, essayant de reprendre mon souffle. L'étrange sensation de présence persistait, comme une ombre collée à mes pas. J'ai pris la pièce qu'il m'avait donnée ce soir-là et l'ai observée de plus près. Elle était anormalement froide, comme si elle avait été laissée dehors en plein hiver. Les bords étaient usés, mais en y regardant mieux, j'ai remarqué une inscription gravée sur le métal. Une date. 1896. Mon estomac s'est noué. Cette pièce avait plus de 120 ans. Impossible. J'ai saisi mon téléphone et cherché sur Internet. En quelques secondes, j'ai trouvé exactement la même pièce sur un site de collectionneur. Elle datait bien de la fin du 19e siècle et avait été retirée de la circulation depuis des décennies. Mes mains ont commencé à trembler. Je me suis levé d'un bond et me suis précipité vers l'ordinateur de la boutique. Je devais voir les enregistrements des caméras de surveillance. J'ai fait défiler les images de la nuit. Une vue panoramique de l'intérieur de la boulangerie, un plan fixe du comptoir, puis 3 heures du matin. J'ai regardé l'écran, le souffle suspendu. Je me suis vu, debout derrière le comptoir. J'ai vu mes propres gestes, ma propre main tendant un croissant. Mais il n'y avait personne de l'autre côté. Je servais le vide. Mon sang s'est glacé. Je suis resté figé, les yeux rivés sur l'écran, cherchant une explication, n'importe quoi qui puisse rendre ce que je voyais plus rationnel. Mais non, sur la vidéo, j'étais seul. Et pourtant, je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais ressenti. Et alors que je commençais à reculer lentement, un dernier détail m'a frappé. Près de la caisse, sur le comptoir, là où je posais toujours la monnaie des clients, la pièce ancienne était bien là. Solide, réelle. Mais si l'homme n'existait pas, d'où venait-elle? Je suis resté figé devant l'écran, incapable de détourner le regard. Mon esprit tentait désespérément de trouver une explication logique, mais il n'y en avait pas. 3 heures du matin. L'homme était censé être là. Je l'avais vu. Je lui avais parlé. J'avais pris sa pièce. Mais sur l'enregistrement, il n'y avait que moi, tendant un croissant à un vide terrifiant. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. Et puis, quelque chose a changé dans l'image. Un mouvement, imperceptible au début. L'éclairage semblait faiblement vaciller, comme si l'air lui-même tremblait. Mon reflet dans la vitre de la boulangerie bougeait légèrement différemment de moi. J'ai eu un sursaut. Je me suis levé d'un bond, le souffle court. Mon regard a glissé vers la grande baille vitrée du magasin. L'extérieur était calme, la rue vide. Pourtant, une sensation oppressante me pesait sur la poitrine. J'ai lentement avancé vers la vitre. Et là, sous mon propre reflet, une ombre. Grande, indistincte, légèrement déformée, comme une silhouette figée dans un brouillard épais. Elle était juste derrière moi. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retourné d'un coup. Rien. Mais dans ce silence glacial, un bruit a résonné dans la boulangerie. Un son doux, métallique. Je baissai les yeux. La pièce. Elle n'était plus sur le comptoir. Elle était tombée au sol, comme si quelqu'un venait de la lâcher. Je reculai lentement, mon corps entier parcouru de frissons. L'air autour de moi s'était alourdi, chargé d'une tension inexplicable. Puis, derrière moi, le carillon de la porte d'entrée a retenti. 3 heures. Et une voix grave, basse, venue d'un endroit trop profond pour être humain, a murmuré ces mots familiers. Un croissant, s'il vous plaît.
Je m'appelle Hugo, et je travaille comme agent de sécurité de nuit dans une station de métro abandonnée à Lyon. Ce n'est pas un travail passionnant, mais il paie les factures. Mon seul rôle est de surveiller les lieux et de m'assurer que personne ne pénètre dans la station désaffectée. En théorie, c'est un travail simple, des rondes régulières, une lampe torche à la main, et une radio qui grésille de temps en temps pour briser le silence. Mais en pratique, c'est autre chose. Dès ma première nuit ici, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas seulement le vide oppressant du lieu, ni la poussière accumulée qui donne à tout un air figé dans le temps. C'est une atmosphère lourde, comme si la station elle-même respirait lentement, attendant quelque chose ou quelqu'un. Les tunnels sont immenses, s'étendant dans l'obscurité comme la gueule béante d'un monstre endormi. Lorsque j'éteins ma lampe torche, l'obscurité est absolue, étouffante. Pourtant, certaines nuits, je jurais voir des ombres bouger du coin de l'œil. Et ce n'est pas tout. J'entends des bruits. Toujours les mêmes. D'abord, ce sont des pas. Ils résonnent sur les rails vides, toujours à la même heure, quelque part après minuit. Des pas lents, mesurés, comme si quelqu'un marchait sous la station, là où les trains ne passent plus depuis des années. Mais à chaque fois que je descends voir, il n'y a rien. Rien d'autre que les rails poussiéreux et un silence pesant. Ensuite, il y a ces murmures, faibles, indistincts, comme un souffle porté par le vent. Parfois, je crois entendre mon nom, mais c'est impossible, n'est-ce pas? J'ai déjà mentionné ces bruits à mon supérieur. Il a ri et m'a dit que j'avais trop d'imagination, que c'était juste les bruits du vieux métro qui respirent encore un peu. Mais je sais que ce n'est pas ça. Je le sens au plus profond de moi. Quelque chose est là, dans l'obscurité des tunnels. Et chaque nuit, ça se rapproche un peu plus. Cela faisait des semaines que j'entendais ces bruits. Au début, je pensais que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, la solitude m'infligeant des hallucinations. Mais les bruits persistaient. Et chaque nuit, ils semblaient un peu plus proches. Les murmures, les pas, les ombres qui se mouvaient dans les coins sombres de la station. À un moment donné, je n'ai plus pu les ignorer. Il fallait que je sache d'où venaient ces bruits. Ce soir-là, je n'avais pas de visiteurs à surveiller, pas de ronde spéciale à effectuer. Il était tard, et la station était aussi silencieuse qu'à son habitude. Mais cette fois, je n'ai pas attendu. Je suis descendu dans le tunnel. La lueur de ma lampe torche projetait des ombres inquiétantes sur les murs fissurés. J'ai traversé la plateforme principale, ce lieu qui m'avait toujours paru désert, inerte. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Puis, je l'ai vu. Un vieux wagon, abandonné et couvert de poussière, stationné sur un rail presque oublié. Il était là, dans l'obscurité, comme un spectre des temps passés. Les portes étaient grandes ouvertes, invitant quiconque à entrer. Ce n'était pas normal. Je savais que ce train ne faisait plus partie du réseau depuis des années, mais ce soir-là, il semblait attendre. Je m'approchais lentement, mon cœur battant dans ma poitrine. Il y avait quelque chose d'étrange, d'intangible, qui flottait dans l'air autour de ce wagon. Le froid, plus intense ici que dans le reste de la station, s'intensifiait à chaque pas que je faisais vers lui. Un froid qui ne venait pas des murs ou du sol, mais qui semblait émaner du train lui-même. Sans savoir pourquoi, j'ai pris une profonde inspiration et je suis monté à bord. Les portes se sont refermées derrière moi, et une sensation de malaise m'a envahi. L'intérieur du wagon était vétuste, mais il semblait encore intact, comme si quelqu'un l'avait utilisé récemment. Les sièges étaient recouverts de poussière, mais il y avait des traces d'usure, des marques, comme si quelqu'un s'y était assis juste avant moi. Je n'ai pas compris pourquoi, mais une étrange sensation d'urgence me poussait à avancer. Je suis allé m'asseoir sur l'un des sièges, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Mais à peine avais-je posé mes fesses sur le siège que la température sembla chuter de manière alarmante. Un frisson glacial parcourut mon corps, mes mains devenant gelées en quelques secondes. C'était comme si l'air était devenu plus lourd, presque insupportable. Je voulais partir, immédiatement. Mais avant que je puisse bouger, les portes se sont soudainement refermées avec un bruit sourd, me faisant sursauter. Un bruit métallique résonna dans la cabine. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication. Mais il n'y en avait aucune. Et à cet instant, un frémissement parcourut l'ensemble du train. Le wagon se mit en mouvement. Et je ne pouvais rien faire. Le bruit des roues sur les rails brisa le silence oppressant de la station abandonnée. Au début, c'était à peine perceptible, un léger frémissement sous mes pieds, puis la sensation devint plus nette, plus palpable. Le train, il avançait. Lentement, mais sûrement. Il n'aurait pas dû bouger. Ce métro était à l'arrêt depuis des années. Il n'avait pas circulé depuis bien longtemps. Pourtant, là, dans la pénombre, il se mettait en marche de manière inexplicable. Je me précipitai vers la porte,
espérant que je pouvais encore l'ouvrir, mais elles étaient verrouillées, figées. Un frisson d'horreur me parcourut l'échine. C'était comme si le train lui-même avait décidé de m'emprisonner. J'appuyai sur le bouton d'urgence, mais aucune réaction. Le froid dans la cabine devenait insupportable, et l'air semblait s'épaissir, comme si chaque respiration devenait plus difficile. Je scrutais les alentours, cherchant une issue. Mais tout ce que je pouvais voir était l'obscurité des tunnels qui défilaient à toute vitesse à travers les fenêtres. La station, la ville, tout ça devenait de plus en plus lointain. Le train continuait à avancer sans que je puisse en comprendre la raison. Je jetai un coup d'œil aux sièges vides autour de moi. Les poltrones, poussiéreuses et usées, étaient étrangement disposées comme si des passagers invisibles les avaient occupées récemment. Une lourde sensation d'oppression m'envahit, et je pouvais presque entendre des chuchotements dans l'air, des voix lointaines, indiscernables, mais qui semblaient m'appeler, m'inviter à les écouter. Le train s'enfonçait de plus en plus dans le noir, sans aucune lumière extérieure pour guider mon regard. J'étais pris au piège. L'angoisse me montait en flèche. Chaque minute semblait durer une éternité. Les rails cliquetaient comme une mélodie macabre, me plongeant un peu plus dans la terreur. Où allais-je? Qu'est-ce qui allait m'attendre à la fin de ce trajet? Puis, soudainement, une voix grave et métallique résonna dans le haut-parleur du train. Une voix qui ne semblait pas humaine. Prochain arrêt, station inconnue. Je me figeai, une sueur froide coulant le long de mon dos. Une station inconnue? Il n'y avait aucune station inconnue dans le réseau de métro de Lyon. Aucun itinéraire qui menait à un tel endroit. Où était-ce? Pourquoi ce train me menait-il là? Je me levai, affolé, et regardai par la fenêtre. L'obscurité extérieure était totale, mais au loin, j'apercevais quelque chose, des lueurs pâles qui semblaient surgir du sol. Mais ces lueurs ne ressemblaient à rien que j'ai jamais vu. Elles étaient fantomatiques, comme des flammes tremblantes, flottant dans un espace vide. Elles se rapprochaient de plus en plus. Non, 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 murmurai-je, presque hystérique, en m'accrochant au mur du wagon. Le train ne s'arrêtait pas. Il roulait inexorablement, me rapprochant de cette station, qui ne devait pas exister. Le train continua son trajet, implacable, comme une bête qui dévore les kilomètres sans jamais faiblir. Le rythme des roues sur les rails semblait étouffer tous les autres sons, l'air devenant de plus en plus lourd, comme si la chaleur et le froid se battaient simultanément autour de moi. Je sentais mes jambes devenir molles, mes pensées s'embrouiller, tandis que les lumières vacillantes du train jetaient des ombres qui dansaient sur les murs dégradés. Il n'y avait plus de retour possible. Puis, un éclair dans l'obscurité. Un clignotement. Et soudainement, une lumière blafarde éclaira l'avant de la station. Une lumière étrange, spectrale, qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du tunnel. Et c'est là que je vis l'impensable. La station. Elle était là, devant moi. Une station qui n'apparaissait sur aucune carte. Une station oubliée, une aberration. Elle semblait vide, mais quelque chose n'allait pas. Les murs étaient couverts de graffitis grotesques, des symboles obscurs qui semblaient se mouvoir sous l'éclairage pâle. Les quais étaient déserts, et pourtant, il y avait une présence, une lourde présence, intangible, qui m'oppressait comme une main invisible enfoncée dans ma poitrine. Les fenêtres du train se brouillèrent un instant, puis, comme si elles avaient été nettoyées par une force invisible, la vue s'éclaircit, me permettant de voir plus clairement. L'horreur se révéla dans les détails. Les silhouettes sur les quais. Elles n'étaient pas humaines, mais elles semblaient me regarder, leurs yeux vides et fixés sur moi. Des êtres dont les traits étaient indistincts, flous, mais qui portaient des vêtements d'une autre époque. D'autres figures, plus proches, étaient encore plus terrifiantes. Des silhouettes floues, presque translucides, qui semblaient flotter, tournoyant lentement sur elles-mêmes. Le train ralentit. Les portes du wagon étaient désormais inaccessibles, et je sentais une force irrésistible me pousser vers l'avant, comme si la station m'appelait. Mes pieds se déplacèrent malgré moi, comme si des chaînes invisibles m'entraînaient vers l'extérieur, vers cet endroit qui n'aurait jamais dû exister. La voix métallique du train se fit de nouveau entendre. Prochain arrêt, station finale. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. J'étais paralysé, figé sur place, regardant cette station qui m'attirait comme un aimant. La station finale. Les silhouettes autour de moi se rapprochaient, leurs visages déformés par une expression que je ne pouvais comprendre. Des visages sans vie, mais emplis d'une étrange expectation. Des visages qui n'étaient plus humains, mais qui semblaient se nourrir de ma peur. Le train s'arrêta enfin, un bruit de ferraille grésillant brisa l'air. Et la dernière porte s'ouvrit. La porte s'ouvrit dans un cri strident, comme si elle déchirait l'air autour d'elle. J'étais là, figé sur le seuil, le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour. Mon esprit criait pour que je fuis,
mais mes jambes refusaient de bouger. L'instant semblait suspendu, une éternité dans cette station où l'obscurité semblait respirer. Je me tenais là, face à l'inconnu, et je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. La station était un abîme, une réalité déformée, et les silhouettes qui s'agitaient sur les quais étaient l'incarnation même de cet enfer invisible. Elles se rapprochaient lentement, leurs mouvements étaient saccadés, comme si elles étaient prises dans une danse macabre, une chorégraphie que seule la terreur pouvait orchestrer. L'air était saturé de ce froid glacial qui me faisait trembler, mais ce n'était pas le genre de froid que l'on ressent dans un hiver normal. C'était un froid qui glaçait l'âme, un froid qui pénétrait chaque cellule de mon corps. Et plus je restais là, plus cette sensation s'intensifiait, me rongeant de l'intérieur. Puis, ils se sont rapprochés. Ces êtres, ces ombres sans visage, étaient là, tout autour de moi, leurs yeux vides fixant le vide, mais chacun d'eux semblait me percevoir. Un d'entre eux s'avança, un vieux visage déformé par l'âge et la souffrance, son regard glacial me transperçant. Il portait des vêtements poussiéreux, des habits d'une époque révolue, mais son visage était figé dans un rictus de douleur. Ce n'était plus un être humain. Il m'observait comme si je faisais partie de la scène, comme si je n'étais qu'un spectateur pris au piège dans un cauchemar sans fin. Je voulais hurler, mais rien ne sortait. La terreur me paralysait. Et à cet instant précis, une voix, douce et froide, s'éleva, traversant le silence oppressant de la station. Maintenant, tu fais partie du voyage. Les mots résonnèrent dans ma tête, comme une malédiction. Je compris instantanément que c'était trop tard. Je n'étais plus un simple spectateur, mais une nouvelle à m'emprisonner dans ce lieu. La station, les ombres, le train, tout faisait partie d'une réalité alternative, un monde parallèle où le temps n'avait plus de sens, où les âmes errantes étaient condamnées à revivre éternellement leurs derniers instants. Je me tournai précipitamment pour fuir, mais les portes du train se refermèrent brutalement derrière moi. Impossible de les ouvrir. L'un des passagers vides se leva alors, se mouvant lentement vers moi. Il avait un sourire figé, grotesque, qui ne ressemblait à rien d'humain. Ses yeux noirs, sans fond, me fixaient intensément, et sa voix s'échappa de ses lèvres sèches et fissurées. Bienvenue dans le voyage sans fin. Je n'eus pas le temps de comprendre. Le train redémarra brusquement, prenant de la vitesse. Le bruit des roues sur les rails résonna dans mon esprit comme un avertissement funeste. Et tout à coup, je vis la station disparaître derrière nous, engloutie par l'obscurité, comme si elle n'avait jamais existé. Je me rendis compte que je n'étais pas seul dans ce train. Il y avait d'autres passagers maintenant. Des silhouettes pâles, des ombres figées dans le temps, qui me regardaient en silence. Je pouvais sentir leur regard lourd sur moi, lourd de 1000 années de souffrance, de solitude, de terreur. Le train continuait sa route, inébranlable. Et je savais, avec une certitude glaciale, que je ne reverrais jamais la lumière du jour. Parce qu'ici, il n'y a pas de fin, pas de sortie, juste des voyageurs éternels, prisonniers d'un métro qui ne s'arrête jamais. Et je faisais maintenant partie d'eux. Je travaille au service des urgences de Marseille, au standard téléphonique. Mon travail consiste à répondre aux appels des personnes en détresse, à évaluer la gravité de leur situation et à leur envoyer de l'aide si nécessaire. Ce n'est pas un métier facile, surtout la nuit. C'est à ces heures-là que les cas les plus étranges et les plus inquiétants surgissent. Entre les cris, les appels paniqués et parfois les silences lourds de menaces, j'ai appris à rester calme, à garder une voix posée même quand mon cœur s'accélère. Cette nuit-là, au début, rien ne sortait de l'ordinaire. Des accidents de la route, une dispute conjugale qui avait mal tourné, une vieille dame désorientée qui appelait en boucle en cherchant son mari mort depuis 20 ans. Rien que je n'ai déjà géré. Puis, vers 3 heures du matin, mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro était masqué. Ce n'est pas inhabituel, certains services ou téléphones anciens empêchent l'affichage de l'appelant. J'ai décroché. Urgence, quelle est votre situation? Rien. Pas un bruit, pas une voix. Seulement un souffle. Une respiration lourde, irrégulière, qui emplissait mon oreille d'un frisson désagréable. Allô? Vous avez besoin d'aide? Un silence, puis un murmure. Faible, cassé, presque inaudible. Aidez-moi. J'ai instinctivement redressé mon dos. Il y avait quelque chose dans cette voix. Une détresse profonde, une peur brute. Où êtes-vous? Que se passe-t-il? Pas de réponse. Juste cette respiration, haletante, saccadée. Puis un clic, et l'appel s'est coupé. J'ai regardé l'écran de mon poste, espérant voir un numéro s'afficher au dernier moment. Rien. L'appel venait d'un inconnu, sans aucune donnée exploitable. J'aurais pu oublier. Me dire que c'était une erreur,
un mauvais canular, ou peut-être quelqu'un trop faible pour parler. Mais 5 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Même numéro masqué. Même souffle oppressant. Et encore cette voix. Brisée, désespérée. Aidez-moi. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelque chose dans cette voix me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas un appel habituel, et pourtant, l'angoisse qu'elle transmettait était bien réelle. J'ai vérifié le registre des appels. Rien. Aucun numéro, aucune trace dans le système. Comme si ces appels n'avaient jamais existé. Pourtant, je savais que je ne les avais pas imaginés. Intrigué, j'ai décidé de contourner le système en utilisant un logiciel interne permettant de localiser l'origine des appels anonymes. Ce n'est normalement pas une procédure standard, mais quelque chose me poussait à le faire. J'avais besoin de comprendre. Le logiciel a mis quelques secondes à analyser l'appel. J'ai suivi les chiffres qui défilaient sur l'écran, mon cœur battant plus fort à chaque instant. Puis, enfin, une adresse est apparue. Hôpital Saint-Antoine, route départementale 17. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas possible. J'ai vérifié une seconde fois, pensant à une erreur, mais l'information était bien là. L'appel provenait de cet endroit précis. Le problème, c'est que l'hôpital Saint-Antoine n'existe plus depuis des décennies. J'ai ressenti une étrange sensation dans la poitrine, comme un poids invisible qui m'écrasait peu à peu. Je connaissais cet endroit, du moins de réputation. Il s'agissait d'un ancien hôpital psychiatrique abandonné depuis 30 ans, après un incendie qui l'avait ravagé. Il paraissait que plusieurs patients et membres du personnel avaient péri dans les flammes, et que certains corps n'avaient jamais été retrouvés. Je me suis figé, le regard rivé sur l'écran. Quelqu'un ou quelque chose m'appelait depuis un lieu qui ne devait plus exister. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il y avait une erreur dans le système, une anomalie technique qui avait attribué une adresse erronée à l'appel. Mais plus j'y réfléchissais, plus une angoisse sourde me nouait l'estomac. La nuit avançait lentement, et pourtant, je n'arrivais pas à détourner mon esprit de cette voix. Chaque respiration haletante résonnait encore dans mon oreille, chaque murmure semblait s'accrocher à moi comme une présence invisible. Puis, l'air a changé. Je ne saurais l'expliquer autrement. Il y a eu un frisson, une lourdeur soudaine dans la pièce, comme si l'atmosphère elle-même s'était épaissie. L'écran de mon ordinateur a grésillé brièvement, les lumières du standard ont vacillé. Ce genre de phénomène arrive parfois avec les équipements vieillissants, mais cette fois-ci, c'était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation oppressante, une impression que je n'étais plus seul. J'ai regardé autour de moi. Mon collègue, Marc, était là, quelques bureaux plus loin, absorbé par son écran. Je voulais lui en parler, mais j'avais peur de paraître ridicule. Alors j'ai pris une inspiration et me suis forcé à ignorer cette impression désagréable. J'ai à peine eu le temps de me recentrer que le téléphone a sonné à nouveau. Même numéro. Mon cœur a raté un battement. J'ai décroché, ma main légèrement tremblante. Urgence, quelle est votre situation? Silence. Puis, une respiration, plus proche, plus distincte. Et cette fois, la voix ne murmurait pas. Elle chuchotait mon nom. Marie. J'ai lâché le combiné dans un sursaut, mon souffle coupé. Impossible. Comment cette chose pouvait-elle savoir mon nom? J'ai senti mon sang se glacer. Personne n'aurait dû connaître mon nom. Les appels au standard étaient anonymes, les appelants n'avaient pas accès à mon identité. Pourtant, cette voix, elle m'avait appelé Marie, avec une familiarité qui me retournait l'estomac. J'ai voulu ignorer. J'ai voulu me convaincre que j'avais mal entendu, que la fatigue me jouait des tours. Mais alors que je fixais l'écran de mon ordinateur, quelque chose d'encore plus terrifiant est apparu. Un nouveau dossier venait d'être ajouté au système. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas normal. Seuls les médecins et les ambulanciers pouvaient enregistrer un patient dans la base de données, et surtout, il y avait toujours une origine, un hôpital ou une adresse de prise en charge. Mais ce dossier-là? Nom du patient, hôpital Saint-Antoine. Lieu d'admission, inconnu. Date d'hospitalisation, 1989. J'ai ouvert le fichier d'une main tremblante. Une photo en noir et blanc est apparue à l'écran. Un homme au regard vide. Une peau marquée par des cicatrices profondes. Des traits effacés par le temps, mais quelque chose dans son expression me donnait la nausée. J'ai lu les détails médicaux. Ils indiquaient une mort survenue dans l'incendie du bâtiment. Mon cœur battait à tout rompre. Ce patient n'aurait jamais dû exister dans notre système. Et pourtant, son dossier était là, bien réel. Avant que je ne puisse réagir, une dernière chose est apparue à l'écran. Une mise à jour, en temps réel. Statut du patient, admis cette nuit. Mon souffle s'est coupé. Admis cette nuit. Ce n'était pas possible. Ce fichier n'avait rien à faire dans notre système, encore moins avec une mise à jour en direct.
Un mort ne pouvait pas être hospitalisé. J'ai voulu fermer la fenêtre, mais l'ordinateur a figé. L'écran a grésillé, les lignes de texte se sont distordues comme si quelque chose essayait de s'y incruster. Puis, le téléphone a sonné. Mon corps entier s'est raidi. J'ai tourné lentement la tête vers l'appareil. L'écran du standard affichait un numéro. 000 000 0000. Je ne voulais pas répondre. Je savais que je ne devais pas. Mais ma main s'est déplacée seule vers le combiné, comme si une force invisible me poussait à écouter. Je l'ai porté à mon oreille. Silence. Puis, un souffle, plus profond, plus proche que jamais. Je suis là. Un craquement. Une ombre a bougé dans mon écran, juste derrière moi. Mon sang s'est glacé. Lentement, très lentement, j'ai levé les yeux vers le reflet sombre dans mon moniteur. Une silhouette se tenait derrière moi. Grande, immobile, la peau brûlée, les orbites vides me fixant dans le reflet. Je me suis retourné d'un bond. Il n'y avait rien. Mais l'écran du standard s'est mis à défiler seul. La liste des patients enregistrés dans la base. Et tout en bas, un dernier ajout venait d'apparaître. Nom du patient, Marie D. Lieu d'admission, hôpital Saint-Antoine. Statut, en observation. La pièce est assombrie, l'air est devenu glacial. J'ai voulu crier, appeler Marc, faire quelque chose, mais un vertige m'a submergé. Et la dernière chose dont je me souviens avant que tout ne bascule, c'est la voix, soufflant à mon oreille. Bienvenue. Je travaille au Hôtel du Lys, un établissement ancien niché au cœur de Strasbourg. C'est un bâtiment imposant, aux moulures élégantes et aux vitraux délavés par le temps, qui respire une histoire riche et troublante. Depuis que j'ai pris mon poste de veilleur de nuit, j'ai entendu toutes sortes de récits de la part des employés. Des bruits de pas dans des couloirs vides, des portes qui s'ouvrent et se ferment seules, des voix murmurées derrière des murs épais. Des histoires qui se transmettent entre employés comme une sorte de folklore macabre. Mais il y en a une qui revient sans cesse, toujours racontée avec ce même frisson dans la voix. Celle du 4e étage, plus précisément du chambre 406. On dit qu'il y a plusieurs décennies, une jeune femme s'est jetée du balcon de cette chambre. Personne ne sait exactement pourquoi. Suicide? Accident? Certains avancent même des théories plus sombres, impliquant un amant jaloux ou une présence malveillante qui l'aurait poussée. Ce qui est certain, c'est que son corps a été retrouvé en bas, brisé contre les pavés de la cour intérieure. Depuis, plusieurs clients ont affirmé avoir vu son reflet dans le miroir de la salle de bain ou entendu des sanglots au creux de la nuit. Je n'ai jamais cru à ces histoires. Je suis un homme pragmatique, terrax en rafter. Pour moi, tout cela n'est que le fruit de l'imagination fertile des gens qui travaillent ici depuis trop longtemps. Des vieilles pierres craquent, des canalisations sifflent, et le vent s'engouffre dans les couloirs comme dans n'importe quel autre bâtiment ancien. C'est rationnel, logique. Et pourtant, je vais bientôt comprendre que certaines légendes ne sont pas seulement des histoires racontées pour passer le temps. Cette nuit-là, tout est étrangement calme. Trop calme. Le genre de silence qui semble peser sur l'air, qui donne l'impression que quelque chose d'invisible retient son souffle. Je suis installé derrière la réception, parcourant distraitement le registre des arrivées, lorsque je perçois un mouvement du coin de l'œil. Mon regard se lève aussitôt vers le grand escalier qui mène aux étages. Une jeune fille descend lentement. Elle porte une robe blanche, simple et fluide, qui flotte légèrement autour d'elle comme si elle se déplaçait sous l'eau. Ses cheveux sont trempés, dégoulinant sur ses épaules et traçant des filets sombres le long du tissu. Son visage est d'une pâleur morbide, et ses yeux, vides. Pas simplement inexpressifs, mais absents, comme s'il ne restait en elle qu'un corps vidé de toute âme. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Je me lève instinctivement, la gorge nouée par une angoisse soudaine. Elle avance à pas lents, sans bruit, sans même sembler remarquer ma présence. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Aucune réaction. Elle continue de descendre, toujours plus proche. J'ai envie de bouger, de faire un pas vers elle, mais quelque chose m'en empêche. Une peur sourde, viscérale, que je ne parviens pas à expliquer. Puis, alors qu'elle atteint le dernier palier, elle disparaît. Pas comme si elle s'éclipsait dans l'ombre. Pas comme si elle tournait au coin du couloir. Elle s'efface littéralement sous mes yeux, son corps se dissolvant dans l'air comme une image projetée qui s'éteint brutalement. Je reste figé, incapable de comprendre ce que je viens de voir. L'air autour de moi est glacial. Ma respiration est courte, saccadée. Je dois comprendre ce qui vient de se passer. Les légendes ne m'ont jamais effrayé. Mais ce que je viens de voir, ce n'était pas une légende. Mes mains tremblent légèrement alors que je me rassieds derrière le comptoir. Mon cœur bat encore trop vite, mais je tente de reprendre mes esprits. Il doit y avoir une explication rationnelle. Peut-être la fatigue?
Une illusion due à la lumière tamisée du hall? Mais une chose me tracasse, la robe trempée, les cheveux dégoulinants. Pourquoi aurait-elle été mouillée? J'ouvre immédiatement le logiciel de gestion du hôtel d'Ulysse et accède au registre des chambres occupées. Mes yeux balaient l'écran avec fébrilité jusqu'à tomber sur le 4e étage. La chambre 406 apparaît en haut de la liste. Mais une anomalie me frappe immédiatement, aucun client n'y est enregistré. Mon estomac se noue. C'est impossible. Si une personne était réellement là-haut, elle ne pourrait pas être passée inaperçue dans le système. À moins que ce soit elle, l'idée me glace le sang, mais je dois en avoir le cœur net. Je prends une grande inspiration, saisis le passe-partout et me dirige vers l'ascenseur. Les portes s'ouvrent sur le couloir du 4e étage, plongé dans une semi-obscurité. L'éclairage tamisé vacille légèrement, projetant des ombres dansantes sur les murs aux boiseries anciennes. L'air est plus froid ici, comme si les murs transpiraient une humidité invisible. J'avance lentement, mais pas étouffé par l'épaisse moquette, jusqu'à ce que je me retrouve devant la chambre 406. La porte est entrebâillée. Un courant d'air glacial s'en échappe, soulevant imperceptiblement le bas de ma veste. Quelqu'un est à l'intérieur. Je lève la main pour pousser doucement la porte, et c'est là que je l'entends. Un bruit. Un son régulier, presque hypnotique, venant de l'intérieur de la chambre. Ploc, ploc, ploc. De l'eau qui goutte. Je pousse la porte avec précaution, la sensation de froid s'intensifiant à chaque centimètre que j'avance dans la chambre. L'obscurité est presque totale, et seul le faible éclat d'une lumière lointaine dans le couloir me permet de distinguer vaguement les contours des meubles. L'air est lourd, humide, comme si la pièce avait été oubliée depuis des années. Je ferme les yeux un instant, essayant de calmer la panique qui me serre la gorge. Puis, je me force à avancer, mes pas résonnant étrangement dans le silence oppressant. Les gouttes d'eau continuent de tomber, chacune résonnant de plus en plus fort dans la pièce. Ploc, ploc. Je me dirige vers le bruit, vers la salle de bain, où je suppose que l'origine de l'eau s'écoulant du plafond se trouve. En approchant, je vois des traces de pas mouillés sur le sol, des empreintes laissées par un corps qui s'est déplacé sur un sol humide, comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait de sortir d'une flaque invisible. Ma respiration se fait plus rapide, plus sifflante, alors que je pousse la porte de la salle de bain. Là, un spectacle étrange m'attend. Le lavabo est allumé, un petit filet d'eau qui coule encore lentement, mais ce n'est pas la source des gouttes. Je lève les yeux vers le miroir, et je vois les traces d'un visage. Un visage trempé, marqué par une silhouette étrange et floue, comme si l'eau, elle-même, avait laissé une empreinte. Une empreinte vivante. Je recule précipitamment, le cœur battant à tout rompre, et c'est alors que je perçois quelque chose de bien plus terrifiant. Une ombre se déplace derrière moi, dans le cadre de la fenêtre. Je me retourne brusquement et tombe sur la saccada. Un souffle glacial caresse ma nuque. Je me penche lentement au-dessus du balcon, mon regard se figeant sur la cour intérieure noire en contrebas. La silhouette est là, flottant à quelques mètres au-dessus du sol, les yeux de la jeune fille fixés sur moi. Elle me regarde, sans un mot, avant que je ne sente une main froide se poser sur mon épaule. Elle est derrière moi. Je sursaute. Un soupir glacial effleure mon oreille, et la voix qui en sort est aussi légère que l'air, aussi meurtrière que la nuit. Je n'ai jamais quitté cet endroit. Je me retourne brusquement, mes yeux écarquillés de terreur, mais la jeune fille n'est plus là. Le froid de sa main persiste sur mon épaule, comme une marque indélébile. Je suis paralysé, incapable de bouger, de respirer correctement. Une sensation de vertige m'envahit alors que je tente de comprendre ce qui se passe. Le vent souffle de plus en plus fort, la fenêtre s'ouvre toute seule, et les gouttes d'eau tombent maintenant avec une violence angoissante, éclaboussant le sol de la chambre. Je regarde autour de moi, mais il n'y a aucune trace d'elle, juste le vide, le silence, et une obscurité oppressante. Pourtant, je sais qu'elle est là, quelque part, derrière cette porte entrebâillée. Ses yeux vides me hantent déjà. Je me dirige précipitamment vers la porte, mais avant que je puisse la franchir, je jette un dernier coup d'œil au tableau de contrôle de l'hôtel sur mon téléphone, presque comme un réflexe. Et là, mon cœur rate un battement. La réservation du 4e étage, chambre 406, apparaît à l'écran, comme si rien n'avait changé. Mais ce qui me fige sur place n'est pas tant l'apparition du nom dans le système, mais une autre information. La réservation n'a jamais été annulée. Je suis saisi par une vague de froid intense. Une pensée affreuse s'impose à moi, m'engloutissant dans un tourbillon d'horreur. Elle n'est jamais partie. Les lumières clignotent et je sens une main glacée se poser à nouveau sur mon épaule. Cette fois, je n'ose même pas me retourner. L'air est lourd, pesant, rempli de murmures impossibles à comprendre, mais terriblement familiers. Et dans le silence qui suit,
La même voix résonne de nouveau, aussi claire et glacée que la première fois. Je n'ai jamais quitté cet endroit. Je m'appelle Adrien, et depuis plus de 10 ans, je conduis le même autobus nocturne à travers les rues silencieuses de Nice. Mon itinéraire ne change jamais. Je pars du centre-ville, traverse quelques quartiers déserts, puis longe la côte avant de boucler mon trajet à l'autre bout de la ville. C'est un travail routinier, presque mécanique, et j'y trouve un certain confort. La nuit, les passagers sont rares, quelques travailleurs fatigués, des noctambules perdus dans leurs pensées, et parfois des âmes errantes qui montent sans prononcer un mot. J'ai appris à apprécier cette solitude rythmée par le grondement sourd du moteur et le clignotement des feux de signalisation dans l'obscurité. Mais depuis quelque temps, quelque chose me perturbe. C'est au milieu du trajet, à un arrêt que personne n'utilise jamais. Un vieux banc en bois, une lampe vacillante projetant une lumière malade sur le trottoir fissuré, et derrière, un terrain vague envahi par les mauvaises herbes. Un endroit oublié. Pourtant, certaines nuits, je vois une silhouette immobile sous la lumière tremblotante. Une femme. Elle est toujours là, au même endroit. Toujours vêtue d'une robe bleue, les cheveux retombant mollement sur ses épaules. Ses bras pendent le long de son corps, et son visage est tourné vers le sol, comme si elle observait quelque chose à ses pieds. Elle ne bouge pas, ne lève jamais la tête lorsque l'autobus approche. Juste une présence figée dans l'ombre. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Une passagère qui attend quelqu'un, peut-être, une sans-abri qui revient toujours au même endroit, mais au fil des nuits, un détail m'a frappé. Je ne l'ai jamais vue monter à bord. Et pourtant, lorsque je regarde dans le rétroviseur après avoir dépassé l'arrêt, elle est là, assise au fond du bus, toujours dans le même coin. Immobile. Au début, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que je ne faisais pas attention, que je détournais le regard au mauvais moment et qu'elle montait discrètement. Mais plus les nuits passaient, plus cette explication me semblait absurde. L'autobus est pratiquement vide la plupart du temps. Chaque passager qui monte, je le vois. J'entends le bip du valideur de tickets, le léger froissement des vêtements quand ils prennent place, parfois un soupir fatigué. Mais elle n'émet aucun son, aucun mouvement. Elle est simplement là, assise au fond, toujours dans le même coin, le regard baissé. De loin, elle pourrait presque passer pour une passagère ordinaire, mais il y a quelque chose d'étrange. Une présence trop silencieuse, trop immobile. Chaque fois que je l'aperçois dans le rétroviseur, un frisson glacé me parcourt l'échine. Une nuit, j'ai décidé de l'observer plus attentivement. Entre deux arrêts, alors que la route était vide et que personne d'autre ne se trouvait dans le bus, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur central. Elle était là, assise, exactement comme d'habitude. Mais quelque chose clochait. J'ai plissé les yeux. L'éclairage du bus était faible, mais j'aurais dû voir son visage, même vaguement. Pourtant, c'était comme si l'ombre s'accrochait à elle, empêchant ses traits d'être discernables. Son corps semblait net, sa robe bleue contrastait avec les sièges usés du bus, mais son visage restait flou. Mon cœur a accéléré. Une sensation oppressante s'est abattue sur moi, comme si l'air était devenu plus lourd. J'ai voulu me retourner pour la voir directement, pour être sûr que je ne rêvais pas. Mais à l'instant où j'ai quitté la route des yeux, un klaxon assourdissant a retenti. J'ai freiné brutalement, le bus a violemment basculé en avant. Une voiture venait de surgir d'une rue transversale. Encore sous le choc, le souffle court, j'ai agrippé le volant et, par réflexe, j'ai regardé de nouveau dans le rétroviseur. Le siège du fond était vide. Mon cœur battait encore à un rythme effréné alors que je reprenais le contrôle du bus. Je me suis forcé à respirer lentement, à me concentrer sur la route, mais mes mains tremblaient encore sur le volant. J'avais besoin de comprendre. Je savais que si je me retournais maintenant, je ne verrais rien. Pourtant, je sentais une présence, comme un frisson invisible qui me parcourait l'échine. Chaque nuit, elle apparaissait au même endroit. Chaque nuit, elle disparaissait sans laisser de traces. Cette fois, je devais en avoir le cœur net. Au prochain feu rouge, j'ai serré les freins et me suis levé lentement. L'intérieur du bus était plongé dans un silence pesant, seulement troublé par le grincement des amortisseurs. Mon regard s'est dirigé vers le fond du véhicule, vers cet espace où je l'avais vu une minute plus tôt. Le siège était vide. Et pourtant, la vitre portait encore une trace de buée, comme si quelqu'un avait respiré contre elle. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. J'ai avancé lentement dans l'allée, chaque pas résonnant étrangement contre le sol du bus. Une odeur subtile flottait dans l'air, un parfum ancien, presque fané, quelque chose qui me rappelait les draps de ma grand-mère ou une vieille maison abandonnée. J'ai tendu la main vers le siège. Là où elle était assise, le tissu était froid, glacial,
comme si une fenêtre avait été ouverte en plein hiver. Un bruit sec derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Seulement le reflet tremblotant des lampadaires à travers les vitres. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ce que je voyais chaque nuit n'était pas une femme ordinaire. Ce n'était pas une passagère qui disparaissait simplement au prochain arrêt. C'était autre chose. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. L'image du siège vide et de la vitre embuée me hantait. Je savais que je ne pourrais pas continuer à conduire ce bus sans comprendre ce qui se passait. Le lendemain soir, dès que j'ai pris mon service, j'ai pris une décision. Au lieu de simplement passer devant l'arrêt où elle apparaissait toujours, j'allais m'arrêter. Descendre, voir de mes propres yeux ce qu'il y avait là. Quand j'ai approché l'endroit, mon cœur battait fort dans ma poitrine. La lumière du lampadaire clignotait faiblement, projetant des ombres tremblantes sur l'asphalte craquelé. Elle était là, immobile, comme toujours. La robe bleue lui collait au corps sous la brise nocturne, mais elle ne bougeait pas. J'ai stoppé le bus dans un crissement de frein. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir sa tête se lever légèrement, mais lorsque j'ai cligné des yeux, elle était à nouveau figée. L'intérieur du bus était oppressant, comme si l'air y était devenu plus dense. D'un geste mécanique, j'ai ouvert les portes et suis descendu lentement sur le trottoir. Le silence était absolu. Elle n'était plus là. J'ai balayé la rue du regard. Aucune trace d'elle. Pourtant, je savais qu'elle était là quelques secondes plus tôt. Mon regard s'est alors posé sur une plaque en métal renversée près du banc. Elle était à moitié cachée sous des feuilles mortes et de la terre. Je me suis accroupi, et d'une main tremblante, je l'ai retournée. Mes doigts se sont crispés instantanément. C'était une plaque commémorative. Sous la fine couche de poussière, des lettres gravées apparaissaient lentement. À la mémoire de Claire Delcourt, tragiquement fauchée par un autobus à cet endroit. 2h17. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 2h17. L'heure exacte où, chaque nuit, je passais ici. L'heure où je la voyais, toujours au même endroit. Le bus qui l'avait percuté, c'était sur mon trajet. Mon itinéraire. Un long frisson a remonté ma colonne vertébrale. Je n'étais pas seulement un témoin de cette apparition. J'étais peut-être une partie de l'histoire. J'étais figé devant la plaque, le cœur battant à m'en briser la poitrine. L'air autour de moi semblait plus lourd, comme si quelque chose m'écrasait lentement. Un courant d'air glacé a parcouru ma nuque, et, d'un instinct primal, j'ai senti qu'on m'observait. Je me suis retourné brusquement. Le trottoir était désert. Mais quand mon regard s'est posé sur le bus, mes jambes ont failli me lâcher. À travers la grande vitre arrière, une silhouette était assise, parfaitement droite, au fond du véhicule. Claire. Elle me regardait enfin. Ses yeux, deux abîmes noirs, semblaient absorber toute la lumière autour d'eux. Son visage était pâle, presque translucide, et sa robe bleue paraissait flotter légèrement, comme portée par une brise invisible. Le sang pulsait violemment dans mes tempes. J'aurais dû fuir, laisser ce bus ici et partir en courant, mais quelque chose m'en empêchait. Alors, lentement, j'ai fait un pas en avant. Puis un autre. Les portes du bus étaient restées ouvertes, et en montant les marches, une sensation de vertige m'a envahi. L'intérieur me paraissait plus sombre que d'habitude, comme si la nuit elle-même s'y était infiltrée. Je me suis avancé dans l'allée, chacun de mes pas résonnant lourdement. Claire ne bougeait pas. Le parfum étrange flottait toujours dans l'air, cette odeur de fleurs fanées et de vieux tissus imprégnés d'humidité. J'étais maintenant juste devant elle. Une seconde s'est écoulée. Puis une autre. Et soudain, tout a basculé. Un bruit assourdissant a retenti dans le bus, un choc violent, suivi d'un crissement de frein et d'un cri déchirant. Mes oreilles ont sifflé, et pendant un instant, je n'ai plus rien vu. Quand mes yeux se sont rouverts, j'étais assis à mon poste de conduite. Le moteur tournait doucement. La route devant moi était vide. J'ai regardé l'heure. 2h18. Le rétroviseur tremblait légèrement. Je l'ai relevé, le souffle coupé. Le fond du bus était désert. Mais sur la vitre arrière, à l'endroit où elle était assise, une trace de main était apparue. Une empreinte fine, comme si elle avait laissé une dernière marque avant de partir. Je n'ai plus jamais revu Claire après cette nuit-là. Mais chaque fois que je passe devant cet arrêt, une étrange sensation m'envahit. Comme si, quelque part entre deux mondes, elle était toujours là. Je m'appelle Julie Marchand et je suis bibliothécaire de nuit à l'Université de Bordeaux. J'aime le calme des heures tardives, le silence qui s'étire entre les étagères pleines de livres anciens. C'est un travail solitaire, mais il me convient. Je préfère la tranquillité de la nuit aux bavardages incessants du jour. La bibliothèque est un bâtiment imposant, vieux de plusieurs siècles. Ses murs de pierre retiennent l'humidité et l'odeur du papier vieilli.
Certains de mes collègues prétendent qu'il s'y passe des choses étranges, des bruits de pas dans les couloirs vides, des livres déplacés sans raison, des ombres furtives entre les rayonnages. J'ai toujours mis cela sur le compte de l'imagination, du jeu de lumière des lampes tamisées. Jusqu'à ce soir, il est près de minuit lorsque je commence ma ronde habituelle. C'est un rituel bien rodé. Je parcours les allées une à une, vérifie que tout est en ordre, que personne ne s'est introduit clandestinement dans les lieux. Mon pas résonne sur le carrelage froid, un écho qui semble s'étirer plus longtemps que d'habitude. Puis, je remarque quelque chose d'anormal. Dans l'aile, il y a une porte qui mène à une petite réserve. Elle est toujours fermée à clé, du moins, elle devrait l'être. Pourtant, ce soir, elle est légèrement entr'ouverte. Une brèche mince, à peine visible, mais suffisante pour me glacer le sang. Je m'arrête, le cœur battant. Ai-je mal fermé cette porte hier soir, ou quelqu'un d'autre l'a-t-il ouverte après mon départ? Je jette un coup d'œil autour de moi, mais la bibliothèque est déserte. Lentement, je tends la main et pousse la porte du bout des doigts. Elle grince doucement en s'ouvrant sur un espace sombre et inconnu. Ce n'est pas la réserve que je connais. Derrière la porte se trouve une salle que je n'ai jamais vue auparavant. L'air dans la pièce est lourd, saturé d'une odeur de papier ancien et d'humidité. Je reste figé sur le seuil, mes yeux s'adaptant lentement à l'obscurité. La salle est vaste, bien plus grande que la petite réserve qui aurait dû se trouver derrière cette porte. Les murs sont tapissés d'étagères en bois massif, s'élevant jusqu'au plafond voûté. Elle ploie sous le poids de centaines de livres dont les couvertures sont usées, décolorées, dénuées de tout titre ou inscription. Au centre de la pièce, une seule table en bois brut, vide, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Je frissonne. Cette salle ne figure sur aucun plan du bâtiment. Elle n'existe pas. Pourtant, elle est là, bien réelle. Mon instinct me souffle de refermer la porte et de partir, d'oublier ce que j'ai vu. Mais une étrange fascination m'envahit, une curiosité incontrôlable qui me pousse à avancer. Je tends la main vers l'un des livres sur l'étagère la plus proche. Sa couverture est rugueuse sous mes doigts, comme si elle avait traversé les siècles. Je l'ouvre et mon souffle se bloque dans ma gorge. Toutes les pages sont remplies d'une seule et même chose, mon nom. Julie Marchand. Écrit à l'encre noire, d'une écriture fine et régulière. Une infinité de lignes, comme si quelqu'un avait copié mon nom des milliers de fois, inlassablement. Mon cœur s'emballe. Ce doit être une coïncidence, une mauvaise plaisanterie. J'attrape un deuxième livre, puis un troisième. Tous sont identiques. Julie Marchand. Julie Marchand. Julie Marchand. Les lettres dansent devant mes yeux. Un vertige me prend et je referme brusquement l'un des ouvrages. J'ai l'impression d'être épié, qu'une présence invisible scrute mes moindres gestes depuis les profondeurs de cette salle anormale. Je dois sortir d'ici. Je me retourne vers la porte, mais elle a disparu. Je cligne des yeux, mon souffle court. Là où se trouvait la porte quelques instants plus tôt, il n'y a plus qu'un mur de pierre brute. Mon cœur rate un battement. Non, c'est impossible. Je suis entré par ici. J'ai poussé cette porte, j'ai franchi ce seuil. Je pose mes mains contre la paroi froide, cherchant une irrégularité, une fissure, n'importe quoi. Mais il n'y a rien. Juste cette surface lisse et impénétrable, comme si l'entrée n'avait jamais existé. L'air semble s'épaissir autour de moi, chargé d'une tension oppressante. Un silence absolu règne dans la salle, si profond qu'il en devient assourdissant. Puis, un bruit. Un léger froissement, comme le bruissement d'une page que l'on tourne. Je me fige, mon regard balayant la pièce. Les livres sont toujours là, immobiles, silencieux. Pourtant, j'ai l'intime conviction que quelque chose a bougé. Une lumière vacille. Les ombres s'étirent, se tordent sur les murs. Une à une, les lampes de la bibliothèque s'éteignent dans un claquement sec. Je suis plongé dans l'obscurité. Mon pouls bat contre mes tempes alors que j'essaie de rallumer mon téléphone. L'écran s'illumine faiblement, projetant un halo tremblant autour de moi. Mais la lumière ne rassure pas. Elle révèle quelque chose. Dans l'obscurité, au fond de la salle, une silhouette se détache entre les étagères. Elle ne bouge pas. Elle ne respire pas. Mais je sais qu'elle me regarde. Un murmure brise le silence, à peine plus qu'un souffle, mais si proche que je sens un frisson glacial courir le long de ma nuque. Maintenant, tu fais partie de la collection. Le matin suivant, la lumière pâle du jour s'immisce lentement à travers les grandes fenêtres de la bibliothèque. Les rayons caressent les murs poussiéreux, apportant un semblant de normalité. Mais l'air reste lourd, comme si quelque chose d'anormal persistait dans l'atmosphère. Lorsque mes collègues arrivent pour commencer leur journée, ils trouvent tout en ordre dans la grande salle de lecture. Les tables sont propres, les rayonnages impeccables, comme si rien ne s'était passé durant la nuit. Sauf que mes affaires sont toujours là. Ma tasse de café,
froide et abandonnée sur la table, mon carnet de notes ouvert à la page où j'avais marqué quelques tâches à accomplir, mes lunettes de lecture posées négligemment sur le coin. Mais il n'y a aucun signe de moi. Je devrais être là, n'est-ce pas? Je devrais être assise à mon poste, prête à commencer la journée. Mais je ne suis pas là. Je les entends murmurer, s'interroger. Une collègue s'approche de la table, regardant mes affaires d'un air perplexe. Elle me cherche des yeux, croyant que je suis peut-être parti en avance, oubliant mes affaires dans la précipitation. Mais personne ne me trouve. Il vérifie partout, ouvre chaque porte, inspecte les recoins du bâtiment. Mais rien. Pas une trace de moi. Et puis, il consulte les caméras de surveillance. Les images sont étranges. Sur l'enregistrement de la nuit, je suis bien visible dans les couloirs, avançant dans la bibliothèque comme d'habitude. Je m'arrête un moment devant la porte qui mène à la salle secrète. On me voit hésiter, puis, avant que l'enregistrement ne coupe brusquement, je disparais. Il n'y a aucune image de moi entrant dans la salle, pourtant, sur les dernières secondes, juste avant que la caméra ne se fiche, on distingue une ombre, à peine perceptible, se glissant entre les étagères. Je ne suis jamais ressorti. Les jours passent, et l'inquiétude grandit. La police est intervenue, mais leurs recherches sont restées vaines. Personne ne m'a vu sortir de la bibliothèque cette nuit-là, aucune caméra de surveillance n'a capté un quelconque indice. Mes collègues sont dévastés, mais personne n'ose vraiment admettre ce que tout le monde commence à craindre. Julie Marchand a disparu. Mais ce n'est pas tout. Un matin, quelques jours après ma disparition, l'un des membres du personnel, en vérifiant l'étage où je travaillais, découvre une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Une porte apparemment sans nom, sans poignée, située dans un coin reculé de la bibliothèque. C'est la même porte qui aurait dû être là, derrière celle que j'ai ouverte la nuit de ma disparition. Mais elle était restée fermée, invisible aux yeux des employés, jusqu'à ce jour-là. Quand ils réussissent enfin à ouvrir cette porte, ils s'attendent à découvrir une simple pièce de rangement oubliée, mais ce qu'ils trouvent est bien plus effrayant. L'intérieur est vide, sauf pour un livre posé sur la table, une couverture noire sans inscription apparente. Ils l'ouvrent lentement. Il n'y a rien d'autre sur les pages que mon nom. Julie Marchand. Chaque page, une répétition incessante de ces deux mots. Mon nom, écrit à l'encre noire, des centaines, des milliers de fois, sans fin. La dernière page du livre est marquée par une date, le dernier jour. Un frisson glacé traverse l'équipée. Un silence pesant envahit la pièce. Au fond de la salle, dans l'ombre entre les étagères, des yeux brillent faiblement, observant. Les regards sont fixés sur eux. Ils se sentent observés, suivis, comme si quelque chose les attendait dans l'obscurité de la bibliothèque. Une présence qui n'a jamais quitté ce lieu. Et dans le vide qui s'installe, ils comprennent, enfin, que je ne suis pas disparu. Je fais partie de la collection maintenant.